que nous revenions avec une ministre de la philo à Casablanca. Merci. Je suis très heureux d'être là dans cette historique faculté de médecine. Et je sais que nos grands philosophes arabes ont été souvent aussi des médecins. Et c'est magnifique de se retrouver dans une faculté de médecine pour parler de philosophie. Merci encore une fois de nous y accueillir. Je voudrais, dans un premier temps, inviter Monsieur le président de l'université, M. Hossein Al-Filo, que je remercie infiniment. Je remercie également toute l'équipe de l'université pour tout ce qui a été fait pour rendre possible cette nuit et ces rencontres. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Monsieur l'attaché de coopération scientifique universitaire, Madame la conseillère de coopération et action culturelle et directrice des instituts français du Maroc, Monsieur le directeur de l'Institut français de Casablanca, Mesdames et Messieurs les doyens et les directeurs des établissements qui relèvent. Cette 10e édition témoigne de l'engouement du public marocain, comme vous le voyez, pour cet événement phare de la coopération culturelle entre la France et le Maroc. Non seulement nous célébrons une décennie d'échanges intellectuels, mais nous réfléchissons ensemble et également à la manière dont ces discussions éclairent notre compréhension collective des défis de notre époque. Tout en mobilisant l'imaginaire pour créer des espaces de dialogue et d'unité. Les discussions porteront sur la nécessité de repenser l'idée universelle dans un monde où chaque événement nous interpelle collectivement, invitant chacun à réfléchir sur notre humanité partagée. Puis de la philosophie à l'université Hassan II, dont je salue non seulement l'enthousiasme, mais également l'implication sans faille depuis plusieurs mois dans la préparation de cet événement. L'Institut français a pour mission de favoriser la circulation des savoirs, des idées, des débats, en s'appuyant sur la place importante de la pensée au Maroc comme en France, et les échanges intellectuels riches et féconds entre nos deux pays, ainsi que la densité de nos coopérations scientifiques et universitaires en sont les témoins et contribuent à la vitalité du dialogue entre nos sociétés. Alors ce soir, je suis particulièrement heureuse de célébrer avec vous la longévité et le succès de cette manifestation créée il y a 10 ans à Rabat et à Casablanca. Depuis 10 ans, cette manifestation, dont la visée est de promouvoir la philosophie et la pensée critique pour aborder... Pour ce thème, l'universelle en tension, et qu'est-ce qui nous aiderait à amorcer la réflexion sur un sujet aussi nécessaire et clivant? Pourquoi donc une nuit de la philo? L'enjeu pour nous ici au Maroc, depuis le départ, ça veut dire depuis 10 ans, et même avant, lorsque nous avons commencé cette tradition de nuit de la philo, depuis le départ, suite à nos années de plomb et chape de plomb, où la philosophie a été sacrifiée et la pensée critique malmenée, a toujours été qu'on puisse d'écouter des philosophes et penseurs critiques qui nous aidaient à questionner les fondements de ce qui se donne à penser et à voir, de prendre conscience que la philosophie a vocation à insuffler au cœur de la cité un élan vital, une énergie engageante,
ne serait-ce que par l'éthique du questionnement systématique. Réintroduire la philo dans la cité, en faire le lieu de la parésia, du dire vrai, du parler vrai, ne revient pas à dire la vérité. Elle est tout le temps à chercher comme un horizon de pensée. Mais cela pose l'exigence éthique de prendre au sérieux la responsabilité de parler en public, en amoureux de la sagesse, non comme celui qui la détiendrait, mais qui y aspire constamment. Cela revient à parler du monde, non comme totalité à regarder de haut, mais comme un ensemble de singularités à aborder à partir de leur contexte. De parler les uns aux autres sans hiérarchie, exclusion ou a priori, et donc sans centralité supposée. Cette idée de faire de la philosophie le lieu de parler vrai revient à interroger ce qui est donné à penser comme vrai, donc à repartir de la leçon d'Emmanuel Kant qui nous prévient qu'on n'apprend pas la philosophie, mais qu'on apprend à philosopher. Prise ainsi, la philosophie ne saurait être prise uniquement pour une discipline parmi les autres, mais avant tout comme un cheminement, une manière d'être, une manière de penser et de se penser, et puis une manière de construire le savoir. Et en cela, elle est en même temps métadiscipline et indiscipline. Pourquoi donc ce thème, l'universel en tension? Il y a clairement dans la question en même temps un paradoxe inhérent et un renvoi vers un contexte précis. Or, pouvons-nous philosopher hors du temps qui nous enseigne? Que penser en ces temps de retour des tensions géopolitiques, de délitement du commun, de violents tiraillements qui reposent les clivages Orient-Occident, entre le Nord post-impérial impérialiste et le Grand Sud post-colonial qui n'en est pas complètement séparé? Qu'en penser au moment où on animalise une partie des humains et on sacralise une autre? Y a-t-il un universel possible si les droits, les règles, les convenances sont constamment bafoués sur l'autel des intérêts capitalistiques et des désirs primaires de vengeance? Que penser en ce moment de pulsions néolibérales et de batailles marginalisées, parfois mal comprises ou minimisées, de décolonisation de savoirs oblitérés, oubliés ou carrément occultés? Que penser en ces temps où les autres, de couleur ou de provenance, sont encore racisés, ethnicisés, ostracisés et par la force des choses provincialisés, alors même que les métissages partout sont à l'œuvre? Que penser en ces temps où la fragmentation des espaces physiques et digitaux crée des néo-tribus, des micro-communautés qui se convainquent de post-vérités auxquelles elles croient, plutôt que de vérités dont elles apporteraient des preuves rationnelles vérifiables? Que penser en ces temps où ces néo-tribus se parlent entre elles un même langage, mais ont du mal à forger la grammaire d'une langue pour converser? Sur toutes ces questions inquiétantes, plusieurs pistes de réponse possibles vont certainement être esquissées ce soir à partir de la notion de traduction, d'écologie, d'espace public, de décolonisation, de dialogue avec les traditions diverses. Je vais pour ma part emprunter 4 détours en guise de prélude. Le premier, je l'emprunte au philosophe et philologue italien Giambattista Vico, qui, prenant le contre-pied au XVIIIe siècle du cogito cartésien, qui faisait du sujet pensant des Lumières le centre du monde, donc il prend ce contre-pied en s'attenant à faire l'histoire des langues et l'étymologie par des mots. Et par ce biais, révèle une histoire plurielle, en même temps rationnelle et sensible de la nature humaine. Pour lui, l'universel est par essence pluriel, parce que l'homme a, je le cite, de tout temps
et dont toutes les civilisations étaient poètes. Le deuxième détour, je l'emprunte au penseur palestinien Edward Said, qui, pour fonder une représentation plurielle du monde contre celle aliénante et aliénée de l'orientalisme, utilise la métaphore de l'instrument de musique, le qanun, qui permet le contrepoint. Il désigne à son sens, je cite, l'art de faire cohabiter en toute indépendance apparente des lignes mélodiques superposées, en laissant audible la beauté linéaire et la singularité plastique de chacune d'elles. Le troisième détour m'emmène en afro-asiatique des pays non alignés, tenu en 1955 en Indonésie. Son appel de décolonisation des savoirs et de justice épistémique s'adresse à des intellectuels non alignés à leur tour, aujourd'hui, au XXIe siècle, qui ne soient ni universalistes béats et dupes, ni différentialistes obtus et sectaires. Il les invite à occuper un espace interstitiel du tout monde, pour parler comme Édouard Glissant, qui permet de fonder ce qu'il évoque dans son dernier livre comme une universalisation en devenir, non comme un état préexistant, mais comme une utopie à poursuivre. Enfin, mon dernier détour m'emmène chez le politologue libanais Ghassan Salami, qui, dans son dernier livre, Tentation de Mars, sur le retour de la guerre au XXIe siècle, nous dit « Le monde de demain dépend d'abord de la manière dont l'Occident répondra aux défis qui lui sont lancés. Ce serait une grande ironie de l'histoire si la mondialisation, partie de l'Occident il y a quelques siècles, plutôt que de promouvoir l'universel, finisse par produire sa négation. Ce soir, nous sommes là en même temps pour ouvrir les champs du possible et désigner les impasses. À vous d'entrevoir les failles d'où pourrait jaillir une nouvelle lumière possible. Je vous remercie. Je suis heureux, fier de cet événement. Le temps des manuels scolaires, des manuels d'histoire de mes grands-parents et moi, j'ai encore souvenir que dans les greniers, on pouvait retrouver l'histoire de France telle qu'on nous la raconte heureusement plus, qui partait, si je puis dire, de nous pour progressivement s'éloigner et englober la totalité du monde. Chaque fois, à sa manière, on faisait des discours sur l'histoire universelle de Bossuet. Je dis, à chaque fois, il faut vous situer par rapport au tout. Commencer par France, par Paris, l'Île-de-France, intégrer l'Île-de-France par rapport au royaume, le royaume par rapport à l'Europe, l'Europe par rapport à l'univers. Et c'était d'une certaine manière une manière très centralisée de voir l'histoire d'un point de vue, dit-on, universel, mais d'une certaine manière aussi qui s'accaparait, s'octroyait le point de vue privilégié sur le monde. Et bien, d'une certaine manière, on ne pouvait pas espérer le meilleur sujet de l'universel et le meilleur endroit pour le traiter, c'est-à-dire complètement décentré par rapport à nous-mêmes, ici, en ce lieu, où justement il s'agit de le repenser, mais hors d'un centre supposé acquis par rapport à cette notion-là. En France, encore une fois, lorsqu'on parlait, et je renvoie à ces manuels, mais de la Révolution, on ne disait pas la Révolution française, on disait la Révolution. C'était supposé toujours parler au nom de l'humanité. La Révolution française, c'était dire les prémices de l'évolution qui allait tirer le monde. Eh bien, d'une certaine manière, c'est cette centralité qui a éclaté. Pour parler comme Souleymane Bachir-Diagne, il va falloir pluraliser cette notion universelle, d'une certaine manière même l'universaliser. Et un petit peu à l'image de ces rencontres qui ont commencé à l'initiative de l'Institut français, d'abord dans un lieu, puis ensuite dans différents lieux, avec différents partenaires, des universités, Fès, Marrakech, Rabat, Casablanca. Et d'une certaine manière, on a pluralisé les lieux, on a universalisé les lieux, repensé autrement à partir de plusieurs centres. Puisque désormais, si je puis dire, tout a une résonance universelle. Il n'y a pas une catastrophe naturelle, il n'y a pas un événement comme le Covid, qui n'est pas un retentissement partout. Donc il n'y a plus de centre. La circonstance est nulle part, mais d'une certaine manière, l'universel est toujours là. On ne peut pas se résoudre ou se réduire à des particularismes. Nous sommes tous
si je peux dire, entraînés, embarqués dans une même aventure, qu'on le veuille ou non. Et donc cette notion universelle, d'une certaine manière, c'est à vous de nous la réapprendre. C'est à Suleiman Bachar de nous la réapprendre autrement, puisqu'on ne peut pas se dispenser. Simplement, on doit apprendre autrement. Et donc je ne peux que me réjouir de ce succès, de cette manière en quelque sorte d'échanger les paroles, de ce dialogue nord-sud qui n'a d'abord été un dialogue France-Maroc et qui désormais maintenant engage tous les pays du Sud et tous les pays du Nord. Et je terminerai juste avec cette remarque, mais qui parfois peut faire la surprise, mais on parle aussi de l'universalisme des sciences, de cette science qui a commencé en Grèce, qui a été la philosophie, et qui ensuite progressivement, par une opération d'attraction, est devenue la science mathématique, physico-mathématique. Mais d'une certaine manière, si on devait être attentif à la géographie, on verrait en quelque sorte qu'elle a immobilisé tous les peuples et qu'il n'y aurait pas eu de science physiquement mathématique sans le monde arabo-musulman. Et que même aujourd'hui, ceux-là même qui programment nos ordinateurs, l'algorithme, vient quand même d'un des plus grands mathématiciens arabes, alors c'est bien capable de dire al-Qurani, mais qui en latin se dit algorithmique. C'est qu'on doit le mot d'algorithme et le mot d'algèbre aussi à l'arabe. C'est pour dire d'une certaine manière que même ce processus d'abstraction qui soi-disant nous sortirait de la Terre provient quelque sorte d'une collaboration de tous les peuples. Et donc, cette présentation, ne l'oublions pas, dans quelque sorte de la révéler une autre manière d'en parler, peut-être ensemble. Je vous remercie et donc je vous remercie.